Bienvenue dans le 56cast, le premier 56cast de la nouvelle saison, la saison numéro 5, 2017-2018, mais aussi le 113e 56cast, depuis que cette émission s'appelle 56cast et non pas depuis qu'on fait cette émission, puisqu'avant elle s'appelait Écran.fr, le podcast, je ne sais pas si vous vous souvenez. Bref, on est super content de rempiler. Cette année, je suis super contente d'être avec mon collègue Erwan Cario. Bonjour. Bonjour. Je suis super content d'avoir une table parce que on fatiguait un peu quand on était debout. Non, l'âge, après tout ça, deux émissions d'affilée. Non, mais debout, quoi. Enfin, Ouais, voilà. T'es vieux, quoi. Mais exactement, exactement. Il faut assumer un moment. Bah, c'est bien, je suis très fière de toi. Merci. Et je suis super contente qu'on accueille pour notre première émission Mathias Blanc. Bonjour. Vous êtes sociologue au laboratoire, comment qu'il s'appelle IRIS. Institut de recherche historique du Septentrion. C'est ça. Du CNRS. Donc CNRS et Lille 3. Et vous avez bossé sur la perception des œuvres d'art par le public. Et j'ai vu passer un article du journal du CNRS là-dessus. C'était en fin d'année scolaire 2017, là. Et ça avait l'air passionnant. Je me le suis noté dans un coin, inviter Mathias Blanc à la rentrée. C'est fait. Et ça y est, c'est fait. C'est trop cool. On va commencer par parler un tout petit peu du numéro 113 pour que vous vous couchiez moins bête ce soir. 56cast numéro 113. Le 113, c'est c'est le premier des 4 nouveaux éléments chimiques du tableau périodique des éléments de Mendeleïev. Donc on va faire les 3 prochains. Les 3 prochains, ce sera les 3 autres. Sauf si on en a marre. Ouais, d'accord. On peut en faire 2 et ensuite ou sauf s'il y a une meilleure idée. Genre si on trouve un sentier de grande randonnée ou une route nationale. Un GR116, ouais, d'accord. Ok. Bah d'ailleurs, je prends tes idées et je prends vos idées pour les numéros suivants si vous avez des suggestions. En tout cas, le 113, c'est un élément nouveau de 2015. Il a été il s'appelle le nihonium. On collisionne des ions et après ça fait un métal lourd. C'est un métal lourd qui a été généré pour la première fois en juillet 2004 dans un accélérateur d'ions, donc au laboratoire RIKEN au Japon. On prend 2 ions. Des ions, c'est des atomes dont on a enlevé des électrons. Du coup, ils ont une charge électrique. On les accélère, on les envoie l'un contre l'autre. Et puis, il y a les particules qui font une petite danse entre elles. Ça génère des nouveaux éléments qui durent quelques millièmes de seconde parce qu'ils ne sont pas stables du tout. Et ensuite, ils se désintègrent. Mais n'empêche qu'avec les détecteurs qu'on a autour, on arrive à savoir ce qui a été créé pendant quelques millièmes de seconde avant de disparaître. Et là, on a réussi à créer un élément avec 113 protons, d'où son numéro 113, son numéro atomique. Et ensuite... De quoi ? Non, pardon. Je ne sais pas, j'ai fait semblant de connaître quelque chose, mais en fait, non, pas du tout. Non, les numéros, dans le tableau des éléments, c'est le nombre de protons. Et après, le nombre de neutrons, il varie. Et c'est pour ça que tu as différentes versions de chaque élément, plus ou moins radioactives. On en apprend plus à cause de ma question bête. C'est formidable. Merci, grâce à ta question bête. Et ensuite, il restait à lui trouver un nom. Et alors, le nom, c'est l'Union internationale de chimie pure et appliquée. C'était quoi déjà ? L'UICPA et non pas l'UCPA, qui choisit et qui valide ça. Et ils ont décidé de l'appeler le nihonium, parce que Nihon, c'est Japon en japonais, et que c'est la première fois qu'un nouvel élément a été créé dans un pays asiatique. Donc, il fallait fêter ça. Et l'UICPA espère que, je cite, « la fierté et la foi dans la science vont supplanter la défiance de ceux qui ont souffert du désastre nucléaire de Fukushima en 2011 ». En gros, quand on parle d'atomes et quand on parle de Japon, ils aimeraient bien qu'on pense à cette découverte du nihonium et puis à Fukushima. Voilà. On peut espérer, hein. Oui, il faut essayer. Faut essayer. Quartier libre. Quartier libre scientifique, donc, avec Mathias Blanc, sociologue. Rebonjour tant qu'on y est. Donc vous avez, si j'ai bien compris, en très résumé, pensé à, puis conçu, puis proposé au public des musées une application que vous avez appelée Iconicat et qui sert à savoir ce que regarde le public en regardant une œuvre d'art. Voilà. C'est ça ? Quel sens ils attribuent à ce qu'ils regardent ? D'accord. Comment vous avez eu... Alors, d'où ça vient ? Pourquoi la perception des œuvres d'art ? Est-ce que c'est votre sujet depuis toujours ? Oui, alors j'ai commencé... Non, c'est dans la suite de ce que j'avais entamé au préalable. Et vous savez, je suis sociologue de formation. Ouais. Il se trouve qu'en sociologie, on a des méthodes d'enquête classiques. Donc, si dans les démarches qu'on appelle qualitatives, ça va être l'entretien, l'observation. Puis dans les démarches dites qualitatives, on va demander aux gens de remplir un questionnaire. Quantitative. Oui, vous avez dit. Quantitative questionnaire. Oui. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, en fait, on passe par le mot, par le verbe. Donc on demande aux personnes
de parler des œuvres, alors que je me disais, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on ne leur demande pas de montrer ce qu'ils voient dans les œuvres? Ça permettait d'une part de contourner ce biais linguistique, et puis de permettre également à des publics qui forcément ne trouvent pas les mots pour décrire ce qu'ils voient, de l'exprimer. Donc voilà comment est née l'idée d'utiliser cette application, donc demander aux gens, par le tracé, de montrer ce qu'ils voient et ce qu'ils estiment être pertinent de voir dans ce qu'ils regardent. Mais déjà, juste avant, c'est en quoi c'est important, en quoi c'est une information pertinente de savoir ce que regardent les gens dans une œuvre d'art. Alors c'est pertinent à plusieurs titres. C'est pertinent d'une part parce qu'on se rend compte que les experts ont une certaine manière de regarder, mais qui ne correspond pas forcément à la manière dont les gens s'approprient les œuvres. Et donc des fois il peut y avoir des décalages qui sont perçus très forts. On a des personnes ils arrivent au musée et ils ont une description des informations contextuelles qui leur sont fournies. Et puis, ils disent, moi, ça ne me parle pas forcément, je vois autre chose ou je ne comprends pas pourquoi je devrais voir ceci. Donc l'idée, c'était déjà d'identifier, de visualiser ces différentes modalités de la perception pour ensuite être en mesure de les intégrer également, de rentrer en dialogue avec elles. Et pour les experts des musées, c'est intéressant parce qu'ils proposent des œuvres au public, mais s'ils ne rencontrent pas leur public, il y a un problème. Comment vous vous êtes rendu compte à la base qu'il y avait un décalage entre ce qu'on dit des œuvres d'art en tant qu'expert et ce que le public en perçoit? Alors, il y a différentes manières de le présenter. Je parlerai juste d'une expérience que j'avais faite au départ lorsqu'on a lancé le prototype d'Iconicat. On avait proposé à une classe de CM2 de travailler en fait sur la laitière de Vermeer. Tout le monde connaît la laitière de Vermeer. Et donc on avait demandé aux enfants de nous montrer par le tracé ce qui, pour eux, était particulièrement important dans cette œuvre. Et ils avaient tous commencé par les mains de la laitière et le pot. Voilà. Et on avait demandé à l'équipe enseignante de faire la même chose. Et l'équipe enseignante avait des fiches pédagogiques pour parler de l'œuvre. L'équipe enseignante commençait par la laitière. Et quand on leur posait la question donc à la fois aux enfants et puis aux enseignants, mais qu'est-ce que vous voyez? Les deux disaient une laitière verse du lait dans un pot. Voilà. Mais quand on regardait ce que chacun avait montré, ce n'était pas du tout la même chose. Les enfants s'étaient focalisés sur l'action, alors que les adultes, les enseignants, ils commençaient par la laitière. Donc là, voilà, la manière dont vous présentez une œuvre, l'idée c'est de se rapprocher de la manière dont vous l'apercevez pour mieux en parler. Voilà, et pas simplement avoir ce qui peut être ensuite perçu comme un discours d'autorité, ce qui est dérangeant par rapport à justement à la volonté de transmettre un savoir dans une perspective. Aller au-delà de l'expertise, du discours de critique d'art, de l'analyse de la volonté du peintre, peut-être parce qu'il a voulu, il a construit son œuvre avec telle règle et telle règle. C'est se rapprocher de la vision du public, donc de ceux qui vont regarder l'œuvre pour proposer aussi des analyses différentes. C'est-à-dire que c'est pas rentrer en opposition avec le discours expert, c'est au contraire lui fournir des clés supplémentaires pour qu'il mettre en regard son regard avec celui des profanes, ce que j'appelle les profanes, c'est-à-dire des gens qui arrivent au musée, qui n'ont pas forcément de savoir sur, en l'occurrence, quand on a travaillé au Louvre-Lens, c'était avec la peinture du XVIIe siècle, qui ne sont pas au courant de l'ensemble de ces débats-là, et tout de même permettre un échange plus productif, j'espère. Donc l'application Iconicat, elle consiste à avoir le tableau qu'on est en train de regarder en vrai affiché sur une tablette. Tout à fait. Et ensuite, on trace avec le doigt. Exactement. Alors, je vais vous montrer une image. Voilà, donc là, vous avez une personne qui est face à une œuvre. On va peut-être le voir un peu mieux ici. Donc, ils sont face à l'œuvre. Ils ont une reproduction numérique de celle-ci qui s'affiche sur les tablettes. Alors, ils n'ont pas la possibilité de zoomer, parce que l'enjeu, c'était qu'ils ne perdent pas le contact avec l'œuvre. Et on leur pose deux questions. La première, c'est qu'est-ce qui attire en premier votre regard? Et la deuxième, qu'est-ce qui, pour vous, est intéressant et important de saisir dans cette œuvre? Voilà. Et donc, ils le font en dessinant sur les œuvres, en annotant, si vous voulez, mais par le tracé. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent faire des points, ils peuvent faire des lignes droites, des lignes courbes, etc. Et à partir de ça, ensuite, on va comparer tout ce qu'ils ont fait.
Voilà, donc ils sont face aux œuvres et à chaque fois ils ont bien cette reproduction numérique sur les tablettes. Et on observe, alors au départ, il y a certaines personnes qui me disaient oui mais finalement les gens vont davantage regarder la tablette que les œuvres. On se rend compte que ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que le fait qu'on leur pose une question, l'œuvre est en face d'eux, ils ne peuvent pas zoomer, donc il y a obligation, si vous voulez, de vraiment ne pas perdre le contact avec l'œuvre. Et du coup, ça fonctionne plutôt bien. Alors, bien entendu, on observe chez les enfants un intérêt supplémentaire parce que, tiens, il y a une tablette, c'est quelque chose qui renvoie à leur environnement quotidien, qui leur permet de s'en saisir peut-être un peu plus facilement. Mais sinon, on a eu des publics qui allaient de 4 ans à 93 ans qui ont exploité l'application. Et donc ça donne des images comme ceci, par exemple? Voilà. Alors là, on a un tracé d'une personne que j'appelle profane. Donc les profanes ont plutôt tendance à détourer les personnages, détourer les éléments présents dans la scène. Comme vous voyez, et puis je vais vous montrer le tracé de quelqu'un qui travaille dans le champ des études visuelles, et lui qui s'est davantage intéressé, son tracé relève d'une dynamique dans l'œuvre. Donc on a différents types de tracés. Moi, ce qui m'intéressait avant tout, c'est la majorité des tracés. Et la majorité des tracés sont plutôt de ce type-là. Ouais. Voilà. Donc la manière dont on procède ensuite, c'est qu'on va, dans un premier temps, superposer les différents tracés. Ça nous donne déjà une information très rapide. Donc ça, c'est une carte de chaleur des premiers tracés qui correspondent à la première question. Qu'est-ce qui attire en premier votre regard? Vous n'analysez pas les tracés un par un, il y a un traitement automatique. Non, on ne peut pas tracer les... Par exemple, pour vous parler de l'étude menée au Louvre-Lens, donc nous avions un échantillon de l'ensemble de la population, donc des visiteurs de cette exposition, le mystère Le Nain, les frères Le Nain. On a eu 750 visiteurs qui se sont emparés d'Iconicat. Et on a au total 33 500 tracés. Donc il est clair qu'on n'allait pas pouvoir les analyser les uns après les autres. Et donc on a un premier élément à travers ces cartes de chaleur qui nous donne une information sur ce qui est révélé en premier. Et puis ensuite, on a un algorithme de classement, c'est-à-dire qu'on va classer ces différents tracés dans des boîtes. Voilà. Et on va faire en sorte que donc, chaque tracé est comparé à des tracés types et au fur et à mesure, donc, les classes s'enrichissent. C'est quoi un tracé type? Alors un tracé type, par exemple, là, on a différentes manières d'effectuer de la classification. On a ce qu'on appelle d'un côté de l'apprentissage supervisé et d'un autre côté de l'apprentissage non supervisé. L'apprentissage supervisé, on part... Là, par exemple, des cartes de chaleur. Les cartes de chaleur vont nous permettre d'identifier des motifs, des types de tracés qui sont dominants. D'accord ? Ces tracés vont devenir des tracés types. Et ensuite, on a un algorithme qui fait un calcul de distance entre ce tracé type et l'ensemble des autres tracés. Voilà. Donc, à chaque fois qu'un tracé rencontre la classe, il enrichit la classe. Voilà. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé. Et là, c'est un algorithme qui va... Donc, il n'a pas, au départ, d'informations sur les tracés types. Voilà, qui n'est pas entraîné. Et qui, en comparant au fur et à mesure les tracés, lui, va créer les classes. D'accord. Voilà. Donc, on a ces deux procédés-là. L'intérêt pour nous, c'était d'une part de comparer l'intérêt des deux méthodes. Voilà. Et puis, d'autre part, de comparer ensuite ces types de tracés, ces classes de tracés, aux autres variables qui ont été remplies par les visiteurs au cours de l'exposition. Je vais vous montrer simplement ça. À la fin de l'exposition, voilà, les gens ont un questionnaire à remplir. Un questionnaire à remplir dans lequel on va retrouver des informations habituelles, c'est-à-dire l'âge, le sexe, la formation, l'habitude de fréquentation des musées, la localité d'où ils viennent, etc. Et on va être en mesure ensuite de mettre en correspondance, donc là on utilise un autre modèle de régression statistique, on met en correspondance ces variables-là aux classes, et puis on essaye de voir ce que ça donne. D'accord. Et il y a des résultats qui émergent naturellement, entre guillemets? Alors, il y a des résultats qui émergent. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'au départ, on a procédé de manière qualitative, c'est-à-dire qu'on notait, vous voyez, la personne qui donne les tablettes, voilà. En fait, en arrivant dans l'exposition,
c'est un tirage aléatoire qui est effectué. C'est-à-dire qu'on va demander à des personnes, ils ont déjà commencé le parcours, de saisir de l'application. Il se trouve qu'on n'avait quasiment pas de refus, donc parfait. Et la personne qui donne les tablettes, là vous la voyez en train simplement d'expliquer comment ça fonctionne, ce qui est très simple, puisqu'en gros, en fait, c'est une forme de paint pour l'utilisateur. Voilà. Mais lorsqu'il trace, il ne doit pas être perturbé par le fait qu'il doit valider ce qu'il a fait ou pas. Il faut que dès qu'il soulève le doigt, voilà, il y ait un tracé qui apparaisse qui corresponde à ce qu'il a fait. Il faut juste lui donner la possibilité de supprimer ce qu'il a fait ou pas. Voilà. Donc, elle explique ça aux visiteurs et elle va les suivre pendant la visite, face aux œuvres. Elle va noter tout ce qui va se dire. C'est-à-dire que les personnes commencent. Donc l'idée, c'était bien de retarder le moment où les gens vont parler des œuvres pour pas d'emblée utiliser des mots pour interpréter ce qui est vu. Donc ils commencent par le tracé et de même, en général, ils en parlent ensuite. Ils essayent de commenter. Voilà, c'est ça. Donc tout ceci est noté. Donc nous, ce qu'on a fait dans un premier temps, très rapidement, donc vous voyez, les cartes de chaleur, on les génère tout de suite. On est en mesure de mettre en rapport les tracés, les cartes de chaleur et ce qui a été dit. Ça nous permet d'éviter d'effectuer de la surinterprétation sur un type de tracé. Ils disent quoi, par exemple, les gens ? Alors les gens, ils vont... ils disent beaucoup de choses. Il y a 180... On a 200 pages de verbatim, donc voilà, c'est pas mal. Mais ils vont nous dire... Alors, ils vont commenter ce qu'ils ont fait, souvent sur le ton soit de la surprise. Tiens, est-ce que tu as vu ça ? Toi, tu as vu ça différemment. Ils vont davantage parler entre eux. Ensuite, ils vont se demander, par exemple, il y a un élément qui ressort dans les œuvres, c'est que beaucoup de personnes vont s'intéresser à ce qui est à l'arrière-plan. Donc, ils vont poser des questions sur l'arrière-plan. Voilà. Mais finalement, est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est une observation qu'ils auraient fait s'ils n'avaient pas eu... Si on les avait pas mis dans la position d'observateur, en fait. Alors, ça, c'est une question forcément qu'on se pose. Oui. On a filmé donc, un certain nombre de ces personnes et on a comparé ça avec des personnes qui n'utilisaient pas Iconicat. Et en fait, on est dans une configuration de visite en utilisant Iconicat qui renvoie à celle où vous êtes en groupe de 3-4 personnes. D'accord. Voilà. Ceci dit, avec Iconicat, vous pouvez être à 15, vous avez les mêmes modalités d'interaction. Donc on observe, si vous voulez, la manière dont des gens qui sont... La majeure partie des personnes qui vont au musée visitent en groupe. Voilà. Donc on observe la manière dont les gens effectivement interagissent les uns avec les autres, souvent montrent simplement ce qu'ils voient, font un petit commentaire, et là on soutient ce phénomène-là. Alors il est clair que l'application fait que on s'intéresse peut-être un peu plus à certaines œuvres qu'à d'autres, parce que on n'a pas pu le faire sur toutes les œuvres. Il y avait 7 œuvres sur les 75 de l'exposition. Donc voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'ensuite, donc, vous me demandiez qu'est-ce que ça amène. Donc il y a ce premier niveau d'analyse, où on va essayer de bien être certain que ce que nous montrent les gens, ce n'est pas simplement ce qu'on a envie de voir. Et puis ensuite, on va effectuer, à travers cette analyse de correspondance, on va effectuer un certain nombre d'analyses qui vont me permettre de montrer, par exemple, et c'est ce que je vais vous montrer là, différentes modalités de lecture qu'on arrive à identifier. Par exemple, si je vous parle de cette image-ci, voilà. Donc, ça s'intitule « Famille de paysans » de Louis Le Nain, alors qui est attribué à Louis. Hein, les frères Le Nain étaient 3 frères. Et dans la majeure partie des cas, la question se pose de savoir lequel des 3 frères a peint quoi, sachant qu'ils peignaient ensemble dans un atelier. Donc, ils pouvaient également peindre plusieurs sur une œuvre. Celle-ci est attribuée à Louis, qui s'intitule « Famille de paysans ». Et par exemple, dans cette œuvre-ci, donc, il faut savoir que les Le Nain sont les premiers peintres français à avoir peint ce qu'on appelle des scènes de genre paysannes. Donc, qui représentent, là en l'occurrence, des paysans dans leur environnement. Alors bien entendu, c'est un environnement qui est entièrement reconstruit. Voilà, ils sont en atelier. On retrouve des éléments qui vont être communs aux différentes toiles, qui sont des objets communs à l'atelier, des postures également, etc. Donc des mêmes modèles qu'on va retrouver d'une toile à l'autre. Bon. Mais
Ce qui est intéressant avec cette œuvre-là, c'est que, par exemple, on s'est aperçu que majoritairement, alors là, il faut faire attention, ce sont des tendances, c'est pas parce que vous êtes un homme ou une femme que automatiquement vous voyez comme ça, mais majoritairement, les femmes vont davantage s'intéresser, vont passer plus de temps sur ce qu'on appelle les regards frontaux, donc les regards qui s'adressent aux spectateurs, donc qui leur sont adressés, vont s'intéresser donc à l'expression des visages des personnages, à leur posture, alors que majoritairement, du côté des hommes, on a une lecture qui commence effectivement par les regards frontaux, mais qui très rapidement se décline en spirale, va sur la droite, donc vers cette jeune femme un peu, cette jeune fille un peu cachée en arrière-plan, et puis passe au premier plan, donc vers les animaux, et termine derrière, à l'arrière-plan, vers le foyer, avec cette jeune fille qui se tient droit face aux flammes. Chez les enfants, on observe également ce type de lecture en spirale. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que plus on avance dans l'exposition, plus c'est un phénomène qui est conforté dans les œuvres. Et ça, c'est quelque chose qui était inattendu, c'est-à-dire qu'on arrive à voir, je vais vous montrer ça avec une autre œuvre, le reniement de Saint-Pierre. Voilà. Donc, cette œuvre-ci, alors je vais vous le montrer avec la carte de chaleur, ce sera encore plus flagrant, mais il faut un peu la voir avant parce que sinon on ne comprend pas. Donc vous voyez qu'il y a une focalisation sur la tête de Saint-Pierre, et puis à gauche, il y a un élément qui est également pointé. C'est également... Ce qu'il y a juste à gauche de sa tête, là, le rond bleu. Juste à gauche de sa tête. Si on revient sur la Saint-Pierre, voilà, on va pouvoir voir. Donc on observe, il y a un homme dans la pénombre, il y a un visage qui ressort. Voilà. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que plus on avance dans la visite, et c'est davantage marqué chez les hommes que chez les femmes, plus on va avoir une focalisation sur ces éléments à l'arrière-plan. Les femmes, par exemple, on n'a quasiment aucun tracé qui renvoie à l'expression de cette femme sur la gauche. Nous, ce que ça permet de mettre en avant, c'est d'une part que la manière dont l'exposition a été conçue. Elle s'intitule « Le mystère le nain ». Elle pose la question, les commissaires posent la question, lequel des trois frères a peint quoi? Donc c'est un mystère lié à ce qu'on appelle l'attribution. Mais les visiteurs, au fur et à mesure qu'ils avancent dans l'exposition, si vous voulez, orientent le regard vers un mystère du sujet. Finalement, est-ce que le sujet des œuvres n'est pas ce qui se passe à l'arrière-plan? Donc ça, c'est quelque chose qui n'était pas identifié, là, qui est révélé, qui est davantage révélé, mis en avant chez des hommes que chez des femmes. Ceci dit, les femmes le mettent également en avant, mais c'est une tendance majoritaire. Voilà. Donc ça, ce sont des informations qui sont intéressantes. Ensuite, on essaie de comprendre pourquoi, on met des hypothèses, voilà, et il faut continuer à travailler par rapport à ça. Est-ce que ces observations sur ce que les gens ont retiré de l'exposition, l'importance des arrière-plans, des visages à moitié cachés, c'est quelque chose qui est en phase avec ce que les critiques d'art ou les experts voient dans ces tableaux, ou est-ce que... Alors, il y a eu un colloque d'experts sur les Lenins, et la question du mystère du sujet est arrivée, mais assez tardivement. Et du coup, effectivement, ça correspond effectivement à des hypothèses, en tout cas à des éléments qui sont énoncés, mais qui ne sont pas forcément présentés dans l'exposition. Donc, effectivement, ça rencontre, si vous voulez, les experts n'étaient pas du tout choqués par ce qui avait été mis en avant. Ça les confortait dans certaines approches. Ça les interrogeait par rapport à d'autres choses. Je vais vous montrer autre chose qui interroge le discours des experts. Alors, c'est une œuvre qui s'intitule « La réunion musicale ». Donc, vous voyez, le titre a été attribué au XIXe siècle. Donc, vous voyez effectivement un musicien sur la gauche. Elle renvoie à une pratique de divertissement au XVIIe siècle qui se développe. Ce sont les airs de cour. Donc, au XIXe siècle, le conservateur a attribué comme titre « La réunion musicale ». Or, beaucoup de publics ne comprennent absolument pas ce titre. Pourquoi est-ce que c'est une réunion musicale? Oui, d'accord, il y a un musicien, mais qu'est-ce qui se passe? Et on a une interprétation en termes de scène de fiançailles. Alors, est-ce que j'arrive à vous le montrer? Peut-être comme ça. Voilà. Ça, c'est un schéma typique. On a beaucoup de personnes qui nous présentent, alors c'est majoritairement des jeunes femmes
lorsqu'elles visitent avec leur mère ou des couples de seniors. On va retrouver une focalisation. Donc au départ, on nous montre la jeune femme au premier plan, puis on a un deuxième ensemble qui intègre le jeune homme donc, sur votre droite, avec cette cape rouge qui ressort, qui est saillante. Puis un troisième tracé qui va inclure donc, le personnage au second plan, plus âgé, avec la jeune fille, et puis pour finir, le musicien. Donc là, on a une interprétation qui est révélée par le tracé en termes de scène de noces, ou de fiançailles. Ouais. Et il se trouve que c'était quelque chose qui n'avait pas été... donc, dans l'histoire de l'art, cette œuvre s'intitule La Réunion musicale. Ceci dit... Or, le musicien, c'est ce qu'il voit en dernier, en fait. Ouais, c'est ce qu'il voit en dernier. Et en tout cas, c'est pas forcément ce qu'il voit en dernier, c'est la signification qu'ils attribuent à ce musicien qui est secondaire par rapport à la signification de la scène. C'est plutôt ça. Et cette interprétation en termes de scène de fiançailles n'est absolument pas farfelue. Elle est même pour des experts très intéressante. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une interprétation. On ne peut pas aller contre ce type d'interprétation. Elle se tient tout à fait, mais elle n'avait pas été jusqu'à présent identifiée. Donc là, on a aussi possibilité de jouer sur les cartels, ensuite la manière dont les œuvres vont être présentées, en incluant différents titres qui renvoient davantage à ce que des publics, eux, perçoivent dans ces œuvres-là. De toute façon, de manière générale, on ne peut pas aller contre l'interprétation d'une majorité de visiteurs, même profanes. Non, tout à fait. Mais il faut être en mesure de... l'intérêt, c'est de pouvoir la prendre en considération et la mettre en dialogue avec la manière dont les experts ont l'habitude de travailler sur ces œuvres-là. Et alors justement, les musées dans lesquels vous avez fait cette expérience, donc il y a le Louvre-Lens, il y en a un autre? Alors il y a le Louvre-Lens, avec qui on a déployé l'Iconicat pendant 3 mois. Et puis j'avais commencé avec le Palais des Beaux-Arts de Lille. Et on a également fait quelques tests dans 2 autres musées du Nord, le musée de Cambrai et le musée de Saint-Omer. D'accord. Voilà. Est-ce que ces musées ils vont utiliser les résultats de votre projet pour changer quoi que ce soit dans leurs expositions Alors on a commencé il y a 1 an et demi, même pas, les premières études. Donc effectivement, les musées maintenant disposent de ces éléments-là, sont intéressés pour continuer et nous demandent d'étendre l'exploitation. Là, c'était sur une exposition temporaire, par exemple. Au Louvre-Lens, il est question maintenant d'utiliser sur l'exposition permanente. Voilà. Donc voilà, ça continue effectivement. En tout cas, on n'a eu que des réactions intéressées de la part des musées par rapport à ce type d'interprétation et ce type de démarche. Et juste, quand on parle, le premier réflexe quand on parle de gens qui regardent une œuvre, c'est toutes les technologies de suivi du regard et de choses comme ça. Le light tracking. Oui. J'essayais d'être francophone. Désolé, j'avais envie. Non mais c'est un choix, c'est quoi? On imagine que pour balancer un appareillage d'eye tracking sur 700 visiteurs, c'est peut-être moins pratique que de leur montrer une tablette, mais c'est peut-être plus une démarche sociologique aussi qu'ils aient un acte volontaire de le faire, comme vous l'avez expliqué au début. Ça vient d'où ces différentes techniques? Alors, l'eye tracking est très intéressant. Ce que je cherchais à montrer là, à mes collègues qui font de l'eye tracking, parce que j'ai demandé à des collègues justement qui utilisent ces technologies-là de comparer les approches. Ce que je cherchais à leur montrer, c'est que c'était complémentaire. Et effectivement, par exemple, on a tous fait l'expérience d'une chose. Alors l'eye tracking, l'oculométrie, effectivement, on a une caméra qui enregistre les mouvements de la pupille et qui le met en correspondance avec le champ de vision. On a tous fait l'expérience de regarder un endroit, de penser à autre chose. Dans une situation muséale, vous êtes face à une œuvre, vous pouvez penser peut-être davantage à la personne qui est autour de vous et qui bouge d'une certaine manière et qui vous peut-être vous perturbe par rapport à votre regard. Vous pouvez penser à ce que vous avez vu avant, ce que vous allez voir après, enfin bref. Tout en restant bloqué sur un endroit du tableau. Tout en restant figé, on n'est pas entièrement figé, mais tout en focalisant son attention a priori sur un élément. Donc, on travaille différents niveaux de sens. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de travailler effectivement les interprétations pour voir quels étaient les savoirs partagés par les publics qui se transmettaient à travers ces œuvres-là, enfin, quand on regarde ces œuvres-là. Donc ça, c'est davantage la question de la transmission d'un savoir par l'image, c'est davantage une question sociologique, effectivement. Et je vais vous montrer de manière très concrète ce que ça donne. Je vais revenir sur, famille de paysans.
Alors, il faut savoir que les premiers relevés eye tracking qui ont été faits montraient qu'il y avait avant tout une fixation sur les regards orientés vers l'intérieur de la cerne, mais absolument pas vers les regards frontaux. C'est-à-dire que les regards frontaux qui s'adressent au spectateur n'étaient pas ceux qui apparemment focalisaient l'orientation de la voilà, le regard. Et il y avait et les mouvements, ce qu'on appelle les saccades, passaient davantage des regards internes vers les regards internes. Et donc, mes collègues me disaient, mais finalement, la thèse de la prédominance du regard frontal dans les œuvres ne tient pas, puisque ce qui est mis en avant là, c'est davantage une lecture à travers les regards internes qui dévoile une atmosphère. Et je leur disais, mais attendez, si on regarde ce que nous donnent les tracés, rien qu'à partir de cette image-là, vous voyez qu'il y a une focalisation, c'est-à-dire que la signification première qui est attribuée par les visiteurs à ce qui attire leur regard, ce sont les regards frontaux. Donc, si on combine les deux informations, en fait, ce qui a été mis en avant, là, c'est une stratégie d'évitement oculaire. C'est-à-dire que les gens ne soutiennent pas... On n'aime pas regarder les gens dans les yeux. On n'aime pas regarder les gens dans les yeux. On ne soutient pas le regard, on ne soutient pas ce regard. Ce qui pourrait expliquer, d'ailleurs, pourquoi il y a un sentiment de gravité qui est exprimé. Hein? Alors, ce sentiment de gravité, ce que je vous disais, c'est qu'il est exprimé à la fois chez tous les publics, hommes, femmes, mais il va être mis en avant avec des aspects différents de l'œuvre. Voilà. On pourrait également se poser la question... Est-ce que la qualité, la culture du regard des peintres de l'époque et de leur acheteur? Est-ce qu'ils soutenaient davantage les regards? Voilà. Ce sont des informations. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir des sources positives, donc des écrits qui renvoient à ça? Est-ce que si on propose à des personnes issues d'une autre culture qui soutiennent davantage les regards de regarder ces œuvres-là, est-ce qu'il se passera la même chose? Donc là, c'est un de vos plans, ça, pour la suite de l'expérience? Donc là, effectivement, traiter cette dimension anthropologique, c'est quelque chose de particulièrement intéressant. Et là, on essaye avec des collègues, on réfléchissait à faire une comparaison. J'ai des collègues viennois qui font une comparaison entre l'Autriche et le Japon, où ils ont observé par eye tracker, où ils ont observé que le regard occidental, on a ce qu'on appelle des saccades longues et des fixations brèves. Donc voilà. Alors que dans la population qu'ils ont observée au Japon, c'était le contraire. Des fixations longues et des saccades brèves. Voilà, c'est particulièrement intéressant quand on sait que c'est souvent le détail dans les estampes japonaises qui est l'élément. On en est juste au début de l'interprétation de ce genre d'éléments. Enfin, c'est des pistes de réflexion qui sont un peu vertigineuses d'ailleurs, parce que c'est... Voilà. Bon, vivons la suite. Merci beaucoup, Mathias Blanc, de nous avoir expliqué tout ça. Et il y a une vidéo sur YouTube dans laquelle vous expliquez les résultats en long et en large, si ça vous intéresse de creuser le sujet. On va finir avec une vidéo d'Animal Mignon, comme d'habitude. Un petit peu de musique pour bien commencer la nouvelle saison. C'est un lapin et un thérémine. Vous savez, le thérémine, c'est cet instrument de musique électronique un petit peu chelou. Impossible à jouer ce truc. T'as essayé? Non, j'ai vu des gens essayer. Donc le thérémine en fait a deux antennes, il y en a une verticale qu'on voit là, qui se joue avec la main droite, et plus on fait varier la fréquence en fait de l'onde, et ça fait changer la hauteur de la note. Et il y a de l'autre côté de l'instrument une antenne horizontale en boucle qu'on joue avec la main gauche et qui sert à faire varier le volume de la musique. Et là, c'est une joueuse de thérémine qui s'appelle Carolina Eck, qui fait beaucoup de vidéos sur YouTube de morceaux plus ou moins connus qu'elle interprète, et qui a décidé un jour, elle l'a pas mis sur YouTube parce que je crois qu'elle assume pas, elle l'a juste mis sur son Facebook, elle a pris son lapin et elle l'a foutu à côté. Voilà, j'adore. Merci Mathias Blanc, merci Erwan Cario, et à la semaine prochaine. Salut. Ciao.